utilisé pour de grands projets, comme le prolongement par exemple pour Notre-Dame. Alors il y a, vous savez très bien, l'association des maires de France je le comprends, parce que personne ne veut des baisses de dotation de l'État, et elle le dit régulièrement. Mais il ne faut pas oublier, il faut le rappeler aussi plus souvent, et on l'oublie trop vite, que le camp politique du président actuel des maires de France, qui est François Baroin, et son camp, plusieurs leaders de son camp, eux, ce qu'ils avaient prévu comme économie est 2 à 3 fois supérieur à ce qui est préconisé aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, c'est que ce soit François Baroin, oui, mais c'était des économies qui étaient entre 100 et 130 milliards d'euros. Sans commune mesure avec ce qui est fait aujourd'hui. Donc il faut, je veux dire, replacer aussi quelquefois la baisse de dotation de l'État dans un ensemble. Il y a des choses qui sont supprimées, il y a des choses qui sont rajoutées. C'est pas facile pour tout le monde, et vous le dites très bien. Moi je comprends, je pense que vous le dites avec, on le sent bien, avec sincérité et vérité, lorsque vous dites que sûrement pas on a atteint une situation où vous posez des questions sur un arbitrage à faire. Ça, pour quelqu'un qui raisonne, on peut le comprendre, et moi je le comprends très bien. Mais il faut aussi, dans le même temps, si on arrive à comprendre ça à l'échelle locale, comprendre aussi qu'à l'échelle nationale, que ce soit de gauche ou de droite, qu'il y a eu une crise sans précédent en 2008 qui a aggravé les déficits comme jamais, et que forcément, cela implique un effort de tous pour le redressement des comptes publics. Et si cet effort n'était pas fait aujourd'hui, certainement certains crieraient à l'irresponsabilité du gouvernement actuel. Et en réalité, moi je pense que, et c'est pour ça que j'ai commencé à le devoir de vérité, c'est de faire abstraction de la gauche et de la droite, parce que même si c'était un gouvernement de droite qui aurait été au pouvoir aujourd'hui, le problème du déficit public aurait été un problème majeur. Et à ce que je sache, l'argent, ça ne tombe pas comme ça du ciel. À un moment, il faut le prendre. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre aussi en avant sur cette fameuse réforme, qui n'est pas... moi, je m'en réjouis pas, je m'en réjouis pas. Et le réalisme aussi, c'est cela. Il y a un autre élément qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est que de 2010 de 2000 à 2015, il y a eu une augmentation sans précédent du budget d'investissement des collectivités territoriales, qui sont, excusez-moi de parler comme ça, complètement lâchées, sans contrôle. Et c'est quelque part assez triste, mais cette situation, finalement, amène un certain nombre de collectivités à réfléchir, trouver des solutions d'optimisation et de mutualisation qui auraient pu bien avant d'arriver à cette situation. Aujourd'hui, on assiste justement au travail que vous faites, au travail que d'autres collectivités font, à faire ce qui est du bon sens pour moi, et qui aurait dû être fait il y a longtemps, encore une fois, gauche ou droite, à savoir des mutualisations, des harmonisations, des investissements justes, au lieu d'avoir laissé pendant une quinzaine d'années filer, gauche comme droite, quelles que soient les communes, les dépenses des communes sans véritable contrôle. Et ça, c'est la Cour des comptes qui le dit, et je pense que vous le savez aussi. Voilà. Oui, alors, concernant la vision rétroviseur, effectivement, en fait, pour faire une prospective, on se base sur le passé. Et d'ailleurs, donc on a forcément une vision rétroviseur pour voir l'avenir. Et Mazars, en fait, avait besoin de voir les comptes 2010 à 2014 pour comprendre les bases structurelles de nos finances. Et c'est là d'ailleurs qu'on a remarqué que nous avions une capacité d'autofinancement très fragile au regard de structures municipales
principales qui n'ont pas été remises à hauteur en temps long. Donc effectivement, nous avons un souci, et c'est intéressant d'avoir cette vision rétroviseur. Vous avez raison, oui, c'est un déficit majeur, on l'a dit tout à l'heure, c'est un programme très grave, c'est un problème très grave pour la France, effectivement, puisque cette dette, en plus, est détenue à 70%, 65% par des résidents étrangers. C'est judiciaire, c'est judiciaire. La DGF, vous trouvez ça normal et équitable? Alors moi je trouve que l'effort est quand même massif et sur très court terme, sur 3 ans, sachant que nous ne sommes pas dans le privé, nous sommes dans le public. Donc c'est compliqué de faire le même... Et d'ailleurs l'État pense que les collectivités vont pouvoir faire le même effort en réduction de dépenses sur le même périmètre. C'est impossible, c'est complètement impossible. Donc ce n'est pas équitable. Au niveau de la péréquation, donc au niveau des recettes, vous avez dit quoi? Le problème de la péréquation, quand on regarde le calcul en fait du FPIC, la péréquation principale, elle s'applique principalement sur les recettes. Que les recettes, et pas les efforts en gestion, pas les efforts sur les dépenses. Donc ce n'est pas équitable. Au niveau du FPIC, une étude avait été effectuée. Le FPIC permet aux communes riches d'être très proches de l'impasse, alors que les communes pauvres, ça leur permet de baisser leurs taxes et leurs impôts. Donc ce n'est pas normal, la péréquation est trop forte, est vraiment trop forte. Erwan, ensuite Michel. Juste, M. Vann, un point. Juste un point, M. Vann, sur PMR et tout ce qui est accessibilité. Il y a un exemple concret et il faut être très factuel. Évidemment, on n'est pas contre de refaire les écoles pour l'handicap. Évidemment. De mettre des ascenseurs dans toutes les écoles, ça n'a pas de sens. De remettre de l'argent dans toutes les écoles, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'intégration des jeunes en difficulté, qu'ils soient aveugles, enfin, peu importe, c'est du social, c'est comment on accueille ces jeunes-là. C'est pas parce qu'il y a un ascenseur qu'ils vont être mieux accueillis. Ça, c'est de la bêtise. Par contre, qu'on concentre sur le nombre d'écoles qu'il n'y a sans doute pas une seule et qu'on fasse quelque chose avec un vrai projet pédagogique autour de ça, ça a du sens. Le genre m'avait critiqué, comme je l'ai dit. Voilà. Et là, on était d'accord. Je te représente ce chapeau. Droite et gauche étaient d'accord. Collectif. D'accord. Le deuxième point, sur le plan de péréquation, moi, il y a toujours un truc qui m'a amusé, c'est que de prendre pour les riches, pour donner aux plus pauvres, ou pour une mauvaise gestion, ou pour une gestion X ou Y de certaines communes, c'est bien, peut-être, c'est de la solidarité, c'est discutable. Mais à un moment, moi j'apprends une chose en mathématiques toute simple, c'est quand on prend sur A pour donner à B et que A n'a plus d'argent, c'est que qui va être le plus riche dans l'histoire? C'est que tout le monde va être au même niveau, et c'est que... Et alors? Comment? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on donnait de l'argent sur les villes plus précaires, plus en difficulté, pour diverses raisons sociales, de cantine ou autres, c'est que ce schéma-là, sur les villes soi-disant riches, ça m'a toujours fait rire. Effectivement, après c'est un choix aussi de vivre dans certaines régions ou communes. Mais ces villes-là, du coup, commencent à s'appauvrir. Comment fait-on? C'est ça aussi le problème. Et donc, parce que tout ça, il faut aller plus loin, il ne faut pas. Et en plus, on a toujours un raisonnement à court terme. Comment fait-on? Toutes les richesses françaises sont en train de partir. On a une fuite des jeunes étudiants, des jeunes diplômés. Mais les gens aussi dans les communes franciliennes, je le vois, je le sais par mon réseau. Vous savez, après Oudan, il y a l'Eure-et-Loir. Et puis l'autre côté de Rambouillet, il y a Chartres. Entre ces deux-là, ces deux communes, l'Eure-et-Loir est en train de fleurir. Voilà. Évidemment, Tous c'est les moins gens sûr. qui partent là-bas, ce sont aussi des richesses qu'on a pu dans les îles. Et ça, c'est une réalité. Et si on n'arrive pas à les garder, c'est-à-dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que là, on raisonne là, pour 2016, mais dans 40 ans, on en sera où? Comment on sera les îles? Garde du cheval. C'est ça, parce que c'est des choix. Pardon? Monsieur Vann, Michel. Allez-y, monsieur Vann, posez votre question.
cet après-midi, il se trouve que j'étais avec un Roumain dans le cadre du travail, parce que je travaille dans un projet international. On a été amené à parler d'Europe. Je lui dis comment ça va dans votre pays, etc. Je lui dis, bon, on a 2 autoroutes, etc. Machin, bon. Mais on est content, on est des pays pauvres, parce qu'il y a 15 ans, c'était la catastrophe. Mais grâce à la manne européenne, on est en train de nous développer, etc. Et prendre un endroit pour l'amener à un autre, quelquefois, c'est pas forcément, comme tu le dis, genre, un nivellement vers le bas. Allez dire aux Portugais que comment dire, leur entrée en Europe et la manne qu'ils ont reçue de l'Europe n'a pas été bénéfique pour leur développement. Ça le sera aussi pour les pays de l'Est. Et finalement, ça sera un mouvement général d'un nivellement vers le haut. Ce n'est pas automatiquement un nivellement vers le bas. Et concernant la région, donc, tu as parlé de l'Eure-et-Loire, il y a un phénomène qui est terrible, que tu contactes avec tes amis. Il y a un moment, dans notre bassin, le prix de l'immobilier est tellement cher, moi j'ai des amis dans ce cas-là, ils partent. Bah oui. Parce qu'ils ne peuvent pas rester. C'est tout simple. Ils partent. Ils partent où? Dans l'Eure-et-Loire, etc. Loire et Cher. Ces territoires-là. Tant mieux, parce que ça fera finalement un nivellement vers le haut, entre guillemets, vers le haut d'un territoire qui a été développé. Mais aussi, nous devons aussi avoir la capacité, justement, de pouvoir fixer certaines populations qui ne peuvent pas, justement, parce qu'elles ne sont pas forcément riches, comme tu dis, et du coup elles partent ailleurs pour les fixer à rester dans ce territoire-là. Donc c'est pas, je ne pense pas que ce soit un débat entre prendre aux riches pour donner aux pauvres, etc. C'est justement, il y a un moment, il y a du bon sens. C'est pas une question je pense, de richesse. Voilà. Donc c'est un débat idéologique qu'on peut avoir ici, mais prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'est pas bon. Hein. Ah, non, mais on ne sait même pas où ça part. Et le fond de l'équation, il augmente pour donner des villes qui sont souvent mal gérées, dont on ne sait pas où part l'argent public. Nous, on fait des efforts. On revient sur des projets, donc ils ne vont pas directement 70 personnes pour 50% des richesses mondiales. les projets d'investissement vont baisser, et puis en contrepartie, on va financer des villes qui se portent bien, qui vont baisser leurs taxes, qui vont pouvoir investir, etc. On est où? Misère, misère, misère. Aussi des élus locaux, des projets de territoire qui se mettent en œuvre. Et évidemment, quand ils concentrent sur les mêmes territoires, des populations qui ont toutes les mêmes difficultés, évidemment, ça n'a pas ce n'est pas le même sens que quand vous avez deux territoires qui sont plus équilibrés. Et on en a également autour de nous. Et on voit d'ailleurs dans l'agglomération. Vous voyez les dotations ou les dotations de solidarité qui sont données, ça n'a absolument rien à voir. Il y avait Michel Leroy avant, après Nicole Malaquin et M. Chapin. Oui, j'ai toujours l'impression qu'on met couvert à chaque fois ces deux sujets et que les évidences ne rentrent pas dans les têtes. Le fait que l'État ne fasse quasiment aucun effort, le gouvernement actuel en particulier, pour réduire la dette publique, me paraît complètement évident. On peut prendre un tas d'exemples. Il y en a un qui était simple, qu'on rabâche régulièrement, qui a été la disposition prise par le gouvernement précédent de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Cette disposition-là a été supprimée par le gouvernement en place aujourd'hui. Ce genre de disposition a été commentée de la manière suivante. On a dit non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ça a peut-être produit des effets au niveau de l'État, au niveau central, au niveau du club. Mais par contre, les entités territoriales, eux, ont commencé à embaucher et ont vu leur flics. Or ça, c'est typiquement ce qui est arrivé à Maurepas. On a supprimé un fonctionnaire sur 2 au niveau de l'État. Pendant ce temps-là, mandature précédente, on a vu augmenter régulièrement la masse salariale, augmenter régulièrement les effectifs, poids dont on ne se défait jamais une fois que ce mouvement est engagé, où on se défait avec difficulté, voir les exemples que l'on prend. Ça, c'est le premier point. Mais on pourra en prendre un tas d'autres. Donc je ne comprends pas, je ne continue à pas comprendre comment on peut contester que l'État ne fait rien alors que les collectivités locales que nous sommes sont obligées de passer par toutes les dispositions que Sylvestre nous a évoquées ce soir. C'est tellement évident que je finis par écouter les conversations de couloir où on continue à penser que l'État fait des efforts et qu'on veut y participer aussi. Bien sûr, on veut y participer, mais il n'est pas exemplaire.
La deuxième chose qui me frappe beaucoup, pas seulement ici, c'est toujours cette défausse de dire oui, mais depuis 30 ans, depuis 40 ans, gauche-droite, même défaut, même non-disposition de prise pour redresser les finances publiques. Sauf une chose, c'est qu'à chaque fois que la droite a essayé, chaque fois que la gauche voulait réduire la dette publique, il devait prendre des dispositions de restructuration. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on touchait à son électorat. Il est évident que la fonction publique a un poids considérable. Tous les ratios européens montrent qu'on a une dérive phénoménale de la fonction publique. Évidemment, le gouvernement de gauche ne s'en prendra pas à ce vrai sujet, qui est un vrai sujet, puisqu'il s'agit de son électorat. Alors, gauche-droite, même combat, certes, à chaque fois que la droite essaie de le faire, la gauche met les grévistes dans la rue et bloque le pays. En réalité, je ne vois pas comment on va sortir de ça, mais je conteste formellement qu'on puisse dire droite, gauche, mais combat. Chaque fois que la droite a essayé, la gauche a bloqué le pays, et la gauche ne fait rien, parce qu'elle a en face d'elle, évidemment, des électorales avec lesquels elle ne peut pas toucher. Bah, un peu facile, là. Facile, Pépé. Nicole. Voilà, moi j'avais quelques remarques à faire. Tout d'abord, on va dire merci à Sylvestre Donien et au service pour le travail qui a été fait et pour la présentation qui nous en a été faite ce soir. Ça, c'est la première chose. Redire peut-être ce qui a été dit tout à l'heure par d'autres aussi, c'est que les dotations aux collectivités, elles vont suivre régulièrement une baisse, c'est pas nouveau. Les prévisions données par l'État, Sylvestre Donien l'a montré tout à l'heure, elles sont toujours volontairement excessives, ce qui fait qu'ensuite, eh bien, on a des problèmes pour gérer. Donc il faut construire un budget avec, de façon presque inconnue, quoi. Mais tout ça, tout le monde le savait, enfin, ça n'est une surprise, je pense que ça n'est pas une surprise pour vous, comme ça n'aurait pas été une surprise pour tous ceux qui se sont présentés aux élections municipales. Ça aurait été la même chose pour chacun. Voilà. Ça, c'était, on va dire, une remarque. Ensuite, je vais parler du document de présentation qui nous paraît peut-être moins complet que celui de l'an dernier. L'an dernier, c'était le premier. Est-ce que c'est à cause de notre entrée dans la nouvelle agglomération? Je ne sais pas, peut-être qu'on n'avait pas tous les éléments. À ce propos de notre entrée dans la nouvelle agglomération, j'ai lu ce qui avait été écrit sur le dossier de présentation. Et je vois la note de Standard & Poor's pour le PCI de Saint-Quentin en Yvelines. A+. Elle nous surprend, en tout cas, parce que jusqu'à maintenant, on nous avait dit que l'agglomération était une des plus endettées du secteur ou de France. Et donc, je suis très étonnée. Même les collègues voilà, je me permets de dire de droite, qui étaient là-bas, avaient dénoncé la gabegie de cette casquille. Donc, je pose des questions, nous nous posons des questions parce que finalement, la note est excellente, elle est bonne. Voilà. Donc, je voulais, peut-être me donnerez-vous des explications là-dessus. Ils ont payé Standard & Poor's. Pour maintenir les équilibres budgétaires à court terme et à périmètre constant, il faudra faire des réformes profondes. Mais dans le document, bon, monsieur le maire en a parlé un peu, vous n'indiquez pas où vous allez les faire. Alors, étant donné que la masse salariale impacte toujours les finances de la commune, ça c'est clair, on l'a redit tout à l'heure. J'ai entendu avec intérêt que vous disiez majorité et opposition peuvent travailler ensemble pour trouver et réfléchir à des économies. Je vous rappelle que nous l'avons déjà dit, nous sommes prêts à travailler avec vous sur certains dossiers pour essayer de regarder où peuvent se faire les économies. Voilà. C'était les remarques que je voulais faire sur ce document de présentation et sur les explications qui nous en ont été données. Alors pour l'agglomération, l'insertion que nous avons mise dans le rapport de présentation, c'est en effet un extrait du rapport de Standard & Poor's, qui est d'ailleurs disponible sur le site de l'agglomération, dans son ensemble, tout à fait. Je crois qu'il y a 2 ans maintenant. Et en effet, il dit qu'une note à plus parce que la dette, alors c'est dans des détails, mais vous avez d'autres explications aussi, mais la dette elle est saine.
Et les 400 millions d'euros, il n'y a pas d'emprunt toxique. Et puis cette dette porte également tous les équipements structurants qui ont fait la vie nouvelle depuis 40 ans. C'est ça aussi qu'il faut voir derrière cette dette, avec évidemment des richesses qui est derrière avec l'activité économique, et puis aussi cette volonté de désendettement très forte, alors qui a été initiée maintenant depuis 2014 avec 4 millions d'euros par an d'économie et de baisse sur la dette qui est engagée. Donc tout ça, le Standard & Poor's l'a souligné, et donc c'est plutôt finalement un bon signe, parce que beaucoup avaient aussi... alors il y avait aussi la gestion passée, évidemment, parce que le rapport avait été initié auparavant. Malgré tout, il y a d'autres efforts qui sont engagés, mais ça prouve bien que c'est un territoire qui est dynamique, où beaucoup avaient agité des chiffons rouges dans notre entrée dans l'agglomération, alors que ce n'est pas vrai, puisqu'il faut le voir avec les villes qui sont depuis toujours dans l'agglomération, comment elles ont bénéficié à l'époque des financements de l'agglomération. Ça fait même débat, même aujourd'hui, dans l'attribution de compensation et dans le transfert des charges, puisque à l'époque, il y avait même des écoles qui étaient financées par l'agglomération alors que ce n'était pas une compétence. Vous voyez, et ça, c'est dans la dette. Nous, on n'en a pas bénéficié. Oui, dans la reprise. Donc voilà, donc le rapport dans son entièreté vous dira ça dans l'ensemble. Voilà. Michel Chapa. Merci. Alors, avant de commencer l'exposé que je voudrais faire sur le débat Yvelines et Loire, il ne faudrait quand même pas exagérer dans les apparences. L'Île-de-France, c'est la région, peut-être avec l'Alsace, enfin l'ex-Alsace, la plus riche de France. Oui. Tous azimuts. Les Yvelines sont un département, pour ne pas dire le département le plus riche de France, et notre région est une des plus riches, qui a un petit dynamisme à l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire est quand même, ne vous en déplaise, en retard sur nous, et cette région-là aussi, il suffit de regarder le taux de chômage. Oui, je ne voudrais pas... 2 minutes après je vous coupe, Oui. M. Chapa. C'était juste, dans mon propos, la projection d'ici 40 ans ou 50 ans. C'est ça qu'il est en train de dire. Oui, il n'y avait rien, on aurait loin. Parlons de ces projections-là, ça fait une bonne transition, là, puisque l'exercice de M. Donia, donc merci M. Donia pour cet exposé, et puis merci pour ce document, je dirai un mot quand même après. C'est quand même une difficulté souvent de se projeter en avant, et quand on est dans l'exercice financier, on ne peut qu'être pessimiste. J'ai fait l'exercice, on ne peut qu'être pessimiste, et pour ce qui me concerne, je ne pouvais souvent qu'être désavoué par les faits qui étaient un peu plus optimistes que mes prévisions. Donc, il y a un petit espoir, et je me rappelle, j'y étais dans cet exercice, donc je l'ai vécu, je devine ce qu'il vit, et puis dans un autre, environnement, qui est l'environnement strictement privé, les exposés des financiers sont exactement de même acabit. Et heureusement que les entreprises s'en sortent, parce que si on les écoutait, on serait tous en ruine, tous en faillite et autres. Heureusement, il y a l'homme derrière, l'homme qui rétablit un petit peu les situations et qui fait face à la difficulté. Pour revenir à votre exposé, moi j'aimerais bien quand même que quand on voit la richesse des informations, en particulier la précision des informations financières et budgétaires qu'il y a dans votre exposé oral et projeté, qu'on l'ait dans un document. Parce que le document-là, il est très très bien écrit, mais parfois on aimerait bien avoir un petit peu plus d'informations, par exemple sur les dotations, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça c'est une demande, soit vous nous l'envoyez après, soit à l'avenir on l'a un petit peu avant, mais on prépare son intervention à partir de ce document. Sur le site, le site de la mairie. Plus riche et plus fourni. Bon, bah, tant mieux, vous répondez à des questions, mais il y en a tellement que des précisions qu'on pourrait revenir quand même. Alors, sur le plan de la politique générale, moi, je voudrais quand même rappeler un petit peu l'histoire économique du pays. La gauche et la droite, M. Roy, la gauche c'est bonne à rien, elle fait que des bêtises, que des imbécilités, que de la dette, que du déficit, que de l'inflation, et la droite, heureusement, quand elle est là, elle rétablit tout. Bon, je voudrais quand même rappeler, M. Roy, on a un âge, vous et moi, pour avoir encore de la mémoire. M. Garassi un peu moins parce qu'il était un peu jeune. C'est Jacques Delors qui a cassé l'inflation en France. C'est Jacques Delors. C'est Jacques Delors qui a cassé l'inflation en France, dans le gouvernement de Pierre Mauroy, sous la présidence de François Mitterrand. C'est pas avant, c'est pas après, c'est lui qui l'a cassé. Il a fait assez de débats justement dans la majorité de l'époque, avec le Parti communiste justement, rappelez-vous, c'est quand même lui qui a cassé l'inflation, et heureusement qu'il a cassé.
Et il y a une autre chose qu'il a essayé de casser, à laquelle il n'a pas réussi, c'est Jacques Delors qui a cassé l'inflation. Voilà. C'est l'état d'esprit dans le public. Parce que l'état d'esprit, c'est vrai que l'état d'esprit, la dette, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Avant, on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, on ne parle que de ça, parce que ça atteint des sommets. Mais il y a un état d'esprit dans le public en général, y compris les responsables politiques, pendant longtemps, où on dépensait, on promettait, et c'était la dette qui payait. Je ne veux pas personnaliser, mais enfin, il y a quand même un septennat, il n'y a pas longtemps, je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, je parle d'avant, où c'était le cas. On promettait aux agriculteurs, et allez donc, c'était Bruxelles qui payait, puis on s'apercevait in fine que c'était la dette du pays qui payait. Alors on était encore dans des zones acceptables, sauf qu'elle a explosé pendant ces années-là, il ne faut pas l'oublier. La PAC. Et ne vous en déplaise, c'est le gouvernement actuel, avec le président actuel, qui casse les déficits de l'État, donc qui les réduit, et qui casse l'évolution de la dette. Et qui casse l'évolution de la dette, ne vous en déplaise. Et qui va payer nos fonderies? C'est aujourd'hui que ça se passe, ce n'est pas hier. Ismaël Aman a rappelé ce qui s'était passé pendant les 50 2007 à 2012, je ne vais pas le redire, c'est aujourd'hui que ça se passe. La dette, elle est en train de plafonner à un niveau, vous avez raison de le dire, qui est excessif, mais néanmoins qui plafonne et qui va redescendre. Parce que les déficits de l'État et des déficits publics en général baissent. Je voudrais quand même rappeler ça, parce qu'à fort, c'est faux, c'est faux, si vous voulez. Il suffit de regarder les chiffres de M. Donner, vous avez la réponse, hein, là-haut. Donc voilà. Alors, la tendance est inversée, ce que je voulais vous dire. La tendance est inversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit dette. À tel point qu'on est peut-être dans un excès, on réfléchit dette, on réfléchit déficit, on réfléchit inflation, comme on ne le faisait pas avant. Peut-être, et donc tout est inversé à tel point que c'est peut-être excessif. Il suffit de voir un petit peu les paniques des banques autour des banques en ce moment, que ce soit les banques privées ou les banques centrales, qui commencent à se dire il n'y a pas assez d'inflation. Je n'invente rien. Il n'y a pas assez d'inflation et on est dans la panade parce qu'on veut réduire des déficits sans inflation. Alors qu'avant, c'est l'inflation qui gommait tout. Dans les périodes avant Jacques Delors. C'est l'inflation qui gommait tout. Et donc, il y a quand même une prise de conscience et peut-être des excès. Je voudrais dire aussi que sur les efforts de l'État, il ne faut quand même pas dire que l'État ne fait pas d'efforts. Moi, je vous renvoie à M. Benoît Apparu, député maire de Châlons-en-Champagne, qui a vu un régiment de sa commune disparaître. Le régiment, il a disparu parce qu'il y a eu des économies dans l'État, dans les armées. Demandez aux fonctionnaires de Bercy ce qu'ils en pensent. Il y a eu des économies au ministère des Finances d'une manière drastique. Il n'y en a peut-être pas assez, etc. Ne venons pas dire que l'État ne fait pas d'efforts. Il en fait, et ce n'est pas facile de réduire effectivement une certaine proportion à la dépense et aux effectifs. En tout cas, on ne peut pas le dire, c'est pas forcément les bons, je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs je n'étais pas forcément en phase sur la réduction à ce point du militaire. Je me permets quand même d'indiquer que François Fillon, il n'a pas dit 2 fois, il a quand même dit il y a quelques mois, il y a quand même une dépense à réduire, c'est le nucléaire en France. C'est-à-dire qu'il commence à toucher au sacré de la nation. C'est son problème, il ne l'a pas dit 2 fois, mais il y a quand même aussi, à droite, un certain nombre de réflexions qui vont dans un sens que vous pouvez critiquer. Moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là, je vous le dis tout de suite. Donc, arrêtons ce faux débat, l'État ne fait pas d'efforts. En tout cas, aujourd'hui, il en fait. On pourra toujours dire qu'il n'en fait pas assez, ok, mais enfin, il en a fait, et c'est visible, c'est ça que je veux dire. C'est visible dans les territoires, et c'est visible aussi dans certains ministères. Ne me demandez pas si j'approuve tout ce qui se passe dans les ministères, certainement pas, et je me suis exprimé sur la réforme des collectivités locales pour dire tout ce que je pensais en mal de cette loi nôtre. Et on vient aux collectivités locales et à la ponction sévère à laquelle elles sont soumises. Il ne faut pas oublier une chose non plus. En 2012, avant et après le mois de mai,